Imaginez un pays qui brandit le drapeau du patriotisme économique comme une arme sacrée, persuadé de pouvoir terrasser ses rivaux en un seul coup de marteau tarifaire. Maintenant, imaginez ce même pays se réveillant quelques années plus tard, avec ses usines vides, ses ouvriers en colère, et son voisin du Nord en train de trinquer au champagne avec Ford et Tesla. Bienvenue dans le plus grand numéro de prestidigitation industrielle de l'histoire moderne. Les États-Unis voulaient garder leurs emplois, et ils ont fini par les exporter gratuitement au Canada. La guerre tarifaire n'est pas qu'un débat de chiffres ou un affrontement entre économistes. C'est une histoire à la fois comique et tragique, où chaque décision politique devient un gag noir, et où chaque promesse faite aux travailleurs se transforme en boomerang. On nous avait vendu un scénario digne d'Hollywood, America First, l'usine qui redémarre, le rêve américain ressuscité. Mais la réalité ressemble plutôt à une mauvaise sitcom. Des prix qui explosent, des familles étranglées, des entreprises qui font leurs valises, et des communautés entières laissées en friche. Et le plus savoureux dans tout ça, pendant que les Américains paient la note, les Canadiens ramassent la mise, sourire aux lèvres et contrat en poche. Voilà le décor. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une fable, c'est le récit satirique d'un pays qui voulait jouer au shérif économique et qui a fini menotté par ses propres décisions. Partie 1. Le silence des usines. Chronique d'un naufrage annoncé. Il y a des villes qui battent au rythme des machines, comme un cœur mécanique. Détroit, Toledo, Flint. Pendant des décennies, leur nuit était illuminée par la lueur des aciéries et leur matin rythmé par le son métallique des chaînes de montage. Aujourd'hui, le silence. Et pas le silence doux, non. Un silence qui fait mal. Un silence qui dit, ici, il y avait des emplois. Ici, il y avait un futur. Regardons la scène. Une usine Ford, fermée depuis 6 mois. Devant, un parking qui servait à abriter des milliers de véhicules prêts à partir vers tous les États-Unis. Aujourd'hui, quelques mauvaises herbes qui percent le bitume. C'est tout ce qui pousse encore. Les ouvriers, eux, ont disparu. Pas en vacances. Disparus pour de bon, chassés par la décision froide d'une entreprise qui a préféré déménager ses rêves de l'autre côté de la frontière. Et pendant que les dirigeants comptent leurs incitations fiscales au Canada, ici, dans l'Ohio ou le Michigan, les habitants comptent leurs dettes. Prenons l'exemple de cette famille de Toledo. Le père, ouvrier depuis 20 ans, mis à la porte du jour au lendemain. La mère, obligée de vendre la maison familiale pour payer les études de leurs enfants. Et les enfants, eux, qui n'attendent qu'une chose, partir, fuir une ville où l'avenir est en solde. Voilà la vraie bande-son du Made in USA, version 2025. Le plus ironique, pendant des années, on a martelé à ces travailleurs que leur loyauté envers l'industrie automobile serait récompensée. On leur a dit, fabriquez américain, achetez américain, protégez la fierté nationale. Et aujourd'hui, cette même fierté est emballée, chargée sur un camion et livrée, au Canada. Pas besoin d'être cynique pour voir l'ironie. C'est comme si votre meilleur ami vous demandait de l'aider à déménager, mais qu'il vous laissait dehors pendant qu'il installe ses meubles dans sa nouvelle maison. À Détroit, les bars de quartier racontent la même histoire. Autrefois remplis d'ouvriers qui venaient boire une bière après le travail, ils sont désormais des musées de souvenirs. Le jukebox joue toujours les vieux classiques, mais personne n'est là pour danser. Les tabourets sont vides. La caisse, encore plus. Et l'Amérique découvre qu'un bar sans clients, c'est comme une usine sans ouvriers. Ça ferme, tôt ou tard. Le comble, c'est que cette descente aux enfers ne tombe pas du ciel. Elle a été provoquée par les décisions politiques elles-mêmes. Les droits de douane, présentés comme un bouclier, ont fini par devenir une arme braquée contre les travailleurs. En clair, on a promis une protection, et on a livré une punition. Le slogan aurait pu être « Make America Pay Again ». Parce qu'ici, ce ne sont pas les PDG qui paient. Ce sont les familles. Et qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas qu'une histoire d'économie, c'est une histoire de dignité. Quand un père ou une mère perd son emploi dans une usine, ce n'est pas seulement un salaire qui disparaît, c'est une identité. Ces gens ne disaient pas « je travaille à l'usine ». Ils disaient « je construis des voitures américaines ». 3 mots qui avaient un poids énorme. Aujourd'hui, ce poids s'est transformé en fardeau. Dans les rues de Flint, on croise des vitrines vides, des panneaux « à vendre », des églises où les sermons parlent plus de chômage que de foi. Les villes se vident, mais pas seulement physiquement. Elles se vident de leur âme. Et pendant ce temps, les entreprises font leurs valises. Au nord, au Canada, les gouvernements déroulent le tapis rouge. Ici, au sud, on déroule les affiches de saisie immobilière. Satire oblige, il faut dire les choses clairement. C'est une scène de divorce industriel. L'Amérique pensait être dans une relation stable avec ses champions automobiles.
Et voilà que ces mêmes champions lui disent « Chérie, je t'aime, mais j'ai trouvé mieux ailleurs. » Et le pire, c'est que c'est l'Amérique qui continue de payer la pension alimentaire, avec ses taxes, ses pertes d'emploi, et ses familles brisées. Alors oui, les discours politiques parleront de renaissance, d'innovation, de futur électrique. Mais sur le terrain, le futur ressemble surtout à un panneau rouillé qui dit « usine à vendre ». Et ce contraste, il est violent. Parce qu'il met en lumière l'écart gigantesque entre les promesses faites depuis Washington et la réalité vécue à Détroit. La question est simple. Combien de temps encore l'Amérique pourra-t-elle vendre un rêve industriel qui n'existe plus? Et combien de familles devront encore sacrifier leur maison, leur ville, leur dignité, pour que des entreprises puissent gonfler leurs marges ailleurs? Voilà, mesdames et messieurs, la bande-annonce d'un désastre industriel qui ne fait que commencer. Et croyez-moi, si vous pensez que le pire est déjà arrivé, restez bien avec nous. Parce que la suite, vous risquez de la trouver encore plus absurde. Partie 2 tarifs, chiffres et absurdités comptables. Alors voilà. L'histoire commence avec une promesse simple, presque naïve, on va protéger nos usines, nos ouvriers, notre industrie. Comment? En brandissant un outil vieux comme le commerce lui-même, les tarifs douaniers. Une surtaxe de 25%, pensée comme un bouclier patriotique. Sur le papier, ça sonnait bien. Comme une pub électorale. Court, clair, facile à applaudir. Mais dans la vraie vie, ce bouclier a fini par se retourner comme une crêpe mal lancée, pour frapper les Américains eux-mêmes. Car soyons honnêtes, 25%, ce n'est pas une taxe magique qui s'évapore dans l'air. Non, c'est une addition. Et cette addition, ce sont les familles qui la paient. Résultat, une voiture qui coûtait 40 000 $ finit à près de 47 000. Sur un papier Excel, ça ne paraît pas dramatique. Mais dans un foyer de la classe moyenne, 7 000 $, c'est un semestre d'université, c'est un an de loyer, c'est la nourriture de toute une famille pendant plusieurs mois. Autrement dit, c'est énorme. Et là, c'est le moment où l'on rigole jaune. Parce que les tarifs devaient protéger les travailleurs. Mais dans la pratique, ils transforment chaque concessionnaire en agent de recouvrement. Entrez dans un showroom Ford aujourd'hui, le vendeur vous sourit encore, mais au fond de lui, il sait que son plus gros concurrent n'est plus Chevrolet ou Toyota. Non. Son ennemi, c'est le prix affiché en lettres rouges sur le pare-brise. Les chiffres, eux, ne pardonnent pas. Ford estime ses pertes annuelles à 2,5 milliards de $. Tesla, de son côté, a brûlé 300 millions en seulement 3 mois. Résultat immédiat, une panique boursière, avec une chute de 20% de l'action Tesla. Imaginez la scène, des traders new-yorkais en sueur, fixant leurs écrans, découvrant que le bouclier industriel ressemble surtout à une grenade dégoupillée. Mais le problème ne s'arrête pas là. Chaque pièce importée, chaque boulon, chaque plaque de métal, chaque puce électronique est surtaxée. Alors forcément, les coûts explosent. Et quand les coûts explosent, deux choses se passent. Les entreprises réduisent leur production et les consommateurs renoncent à acheter. En clair, moins d'emplois, moins de ventes, plus de frustration. Bravo le bouclier. D'un point de vue satirique, c'est presque une comédie noire. Imaginez un pompier qui arrive sur un incendie, et au lieu d'eau, il balance de l'essence. C'est exactement ça. On a voulu éteindre la concurrence étrangère, et on a mis le feu à nos propres usines. Mais allons plus loin. Derrière les chiffres, il y a une mécanique psychologique. Acheter une voiture neuve, aux États-Unis, ce n'est pas juste une transaction. C'est un rite de passage, un symbole de réussite. Pour une famille, ça veut dire, on avance. On construit notre futur. Et quand soudain, ce symbole coûte plusieurs milliers de dollars de plus, il devient hors de portée. On ne repousse pas seulement l'achat, on repousse le rêve américain. Et ça fait mal. Les concessionnaires, eux, vivent une situation absurde. Les showrooms sont pleins de modèles rutilants, mais les parkings des clients restent vides. Certains vendeurs témoignent que les seules personnes qui franchissent la porte sont celles qui viennent « regarder ». Comme on visite un musée. Le modèle électrique flambant neuf de Tesla? Magnifique. Mais intouchable. Alors on le regarde, on soupire, et on s'en va. Le commerce automobile est en train de se transformer en exposition permanente. Économiquement, c'est un effet domino. Les ventes chutent. Les stocks s'accumulent. Les usines ralentissent la cadence. Les heures supplémentaires disparaissent. Les salaires stagnent. Et les communautés locales, dépendantes de cette activité, s'effondrent. Tout ça, à cause d'un choix politique qui devait soi-disant ramener la prospérité. Le plus cruel,
c'est que cette spirale était prévisible. Les économistes l'avaient dit. Attention, ces tarifs vont renchérir le coût de chaque véhicule. Mais dans le brouhaha politique, qui écoute encore les économistes? Pas assez sexy, pas assez spectaculaire. Alors on a préféré les ignorer. Et aujourd'hui, on paie la facture littéralement. On pourrait croire que ce sont les entreprises qui souffrent le plus. Mais non. Ce sont les familles. Ce sont elles qui se retrouvent à faire des calculs impossibles. Payer l'assurance santé ou la nouvelle voiture. Payer les études ou réparer la vieille transmission qui menace de lâcher. Ce sont elles, les vraies victimes du patriotisme tarifaire. D'un point de vue narratif, c'est presque une tragédie grecque. Le héros croit protéger son peuple avec une armure brillante. Mais à chaque mouvement, cette armure se fissure, et les éclats blessent, les innocents. Ici, les éclats, ce sont ces milliers de dollars supplémentaires qui transforment l'American Dream en cauchemar financier. Alors la question devient brûlante. Comment une politique censée protéger peut-elle faire autant de dégâts? La réponse est simple, parce qu'on a confondu symbole et réalité. On a brandi le « Made in USA » comme une bannière, sans voir que les coups derrière cette bannière allaient écraser ce qu'on prétendait défendre. Voilà où nous en sommes. Une industrie sous pression. Des entreprises piégées entre pertes colossales et marchés volatiles. Des familles qui voient leurs rêves d'achat s'évaporer. Et un pays qui commence à se demander, est-ce que ce bouclier ne serait pas, au fond, une arme tournée contre lui-même? Restez avec nous, car si vous croyez que cette absurdité s'arrête aux chiffres, détrompez-vous. La suite nous montre pourquoi Ford et Tesla ont traversé la frontière et pourquoi le Canada, lui, sourit pendant que l'Amérique serre les dents. Partie 3. Pourquoi les groupes traversent la frontière, et pourquoi le Canada sourit. Commençons par une évidence. Ford et Tesla n'ont pas décidé du jour au lendemain de faire leurs valises, de traverser la frontière et d'aller s'installer au Canada pour profiter de l'hiver québécois. Non, cette décision n'a rien de sentimental. C'est froid, calculé, chirurgical. Et si c'est douloureux pour l'Amérique, c'est parce que c'est logique pour eux. Voyons les faits. Aux États-Unis, produire coûte de plus en plus cher. Chaque pièce importée, chaque matière première est surtaxée. Les syndicats, déjà sur les nerfs, menacent de grèves coûteuses. L'énergie, instable et plus chère, ajoute encore à la facture. En clair, fabriquer une voiture en Amérique, c'est comme tenter de courir un marathon avec des sacs de sable aux chevilles. À l'inverse, que se passe-t-il au nord de la frontière? Le Canada déroule littéralement le tapis rouge. Et pas un petit tapis. Non, un tapis de plusieurs centaines de millions de dollars d'aides directes. Ajoutez à cela une énergie hydroélectrique propre, fiable et bon marché. Ajoutez encore un climat social plus apaisé, où les grèves sont rares et où les incitations publiques sont généreuses. Résultat, le calcul est vite fait. Prenons Ford. Selon les données officielles, le groupe reçoit environ 590 millions de dollars en incitations pour créer 1800 emplois en Ontario. Tesla, de son côté, décroche un jackpot de 1,2 milliard de dollars pour implanter une giga-usine de batteries au Québec. Et attention, pas n'importe quelle batterie. La fameuse CATL 680, considérée comme stratégique pour l'avenir de l'énergie propre. Autrement dit, pendant que les États-Unis se débattent avec leurs tarifs, le Canada investit dans le futur. Voilà la satire, on dirait une compétition de séduction. Washington envoie des factures. Ottawa envoie des chèques. Forcément, les entreprises savent choisir. Entre une salle de bal où l'on vous demande de payer l'entrée, le vestiaire, et même l'air que vous respirez, et une autre où l'on vous accueille avec champagne, orchestre et cadeaux de bienvenue, où pensez-vous que Ford et Tesla vont danser? Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de stabilité. Les entreprises cherchent un environnement prévisible. Or, aux États-Unis, l'incertitude règne. Tarif aujourd'hui, peut-être plus demain, peut-être moins après-demain. Un tweet présidentiel peut suffire à faire trembler une industrie entière. Les géants de l'auto ont choisi le calme d'une rive où les règles ne changent pas toutes les semaines. Pendant ce temps, dans les villes américaines, les conséquences sont brutales. Chaque usine qui s'installe au Canada est une usine qui ferme ici. Chaque emploi créé là-bas est un emploi perdu ici. Et le plus cruel, c'est que ces emplois étaient autrefois des piliers. Des familles entières vivaient de ces usines. Aujourd'hui, elles regardent à la télévision les cérémonies d'inauguration en Ontario ou au Québec et se demandent « Pourquoi pas nous ?» Sur le terrain, les contrastes sautent aux yeux. À Windsor ou à Montréal, on coupe des rubans, on annonce des embauches, on parle d'avenir radieux. À Détroit ou Toledo, on ferme des portails, on colle des panneaux « à vendre » sur les portes des commerces, et on parle de survie. Deux réalités,
deux destins, séparés par une simple frontière. La satire ici est implacable. On nous avait promis que les tarifs allaient ramener les emplois à la maison. Et le résultat, c'est que la maison est vide, pendant que le voisin fait la fête avec nos meubles. Mais allons encore plus loin. Ce mouvement des entreprises ne concerne pas seulement la production de voitures. C'est aussi un transfert de technologie, de savoir-faire, d'innovation. Quand Tesla implante sa nouvelle usine de batteries au Québec, ce ne sont pas seulement des emplois qui partent. C'est un morceau entier du futur énergétique. C'est comme si les États-Unis offraient à leurs voisins un billet d'entrée pour la grande compétition de demain, celle des énergies propres. Et là encore, l'Amérique semble se contenter du rôle de spectateur. Évidemment, tout cela nourrit un sentiment de trahison. Pour les ouvriers américains, voir leur entreprise partir après des décennies de loyauté, c'est un coup de couteau dans le dos. On leur avait dit « Achetez américain et votre emploi sera protégé ». Ils ont acheté. Ils ont travaillé dur. Et maintenant, leurs usines sont vides, tandis que leurs anciens patrons inaugurent de nouveaux sites de production avec des politiciens canadiens tout sourire. La logique économique est froide. Mais l'impact humain, lui, est brûlant. Chaque emploi perdu, c'est une famille qui vacille. Chaque usine fermée, c'est une communauté qui s'éteint. Et chaque décision stratégique, prise dans un conseil d'administration, résonne comme un tremblement de terre dans des quartiers où l'on ne parle plus d'avenir, mais de départ. Alors, posons la question, qu'est-ce que cela signifie pour le fameux « Made in USA » ? Si les voitures américaines sont désormais produites en grande partie au Canada, que reste-t-il de ce slogan? Un autocollant? Une illusion marketing? La fierté nationale ne paie pas les factures. Et pour les familles américaines, cette fierté ressemble de plus en plus à un luxe qu'elles ne peuvent plus se permettre. Voilà où nous en sommes. Les entreprises ne déménagent pas par caprice. Elles déménagent parce que le terrain de jeu a changé, et que l'Amérique, au lieu d'adapter les règles, a décidé d'alourdir le ballon. Résultat, la partie se joue ailleurs. Et si vous trouvez cette situation déjà absurde, attendez de voir la suite. Parce que la décision de Ford et Tesla de traverser la frontière n'est pas un simple choix économique. C'est le début d'une transformation plus vaste, où les conséquences sociales et politiques risquent d'être encore plus explosives. Partie 4. Conséquences sociales et politiques, quand l'économie devient un champ de bataille. C'est ici que le drame prend toute son ampleur. Car les chiffres, les tarifs, les bilans financiers, tout ça, c'est froid, abstrait. Mais une fois traduit dans la vie des gens, ça devient brûlant. Les conséquences sociales et politiques de cette guerre commerciale ne sont pas de simples lignes dans un rapport. Ce sont des vies bouleversées. Commençons par les travailleurs. Dans les villes industrielles, on avait promis le retour de l'âge d'or. On leur avait dit, tenez bon, grâce aux tarifs, vos usines vont tourner à plein régime. Mais au lieu du vacarme des chaînes de montage, c'est le silence des ateliers fermés qui résonne. Dans certains quartiers, les parkings des usines sont si vides qu'on pourrait y organiser des tournois de basket. Et le pire, c'est que ces travailleurs savent qu'au même moment, quelques centaines de kilomètres plus au nord, leurs homologues canadiens sont en train de célébrer de nouvelles embauches. Alors oui, forcément, la colère monte. Car ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de dignité. Pendant des décennies, ces ouvriers ont incarné le cœur battant du pays. Ils construisaient les voitures qui symbolisaient la puissance américaine. Aujourd'hui, on leur demande d'accepter que cette puissance s'évapore sous leurs yeux. Et croyez-moi, la frustration, ça se transforme vite en colère politique. Et cette colère, elle ne se cache pas. Elle se crie dans les réunions syndicales. Elle s'entend dans les talk-shows populistes. Elle s'affiche dans les urnes. Car chaque emploi perdu devient une arme politique. Les opposants crient à la trahison, on nous avait promis des emplois, on récolte des licenciements. Les partisans, eux, tentent de justifier, c'est une transition nécessaire, il faut du temps. Mais dans l'assiette vide d'une famille, le mot « transition » sonne comme une mauvaise blague. L'ironie, c'est que ces mêmes politiques qui vantaient la protection des ouvriers se retrouvent à devoir gérer des manifestations devant leurs bureaux. Des cortèges d'ouvriers en bleu de travail, pancartes en main, qui scandent « Où est notre avenir ?» Voilà le vrai visage de la guerre tarifaire, pas celui des tableaux Excel, mais celui des rues remplies de citoyens qui sentent leur monde leur glisser entre les doigts. Socialement, les répercussions ne s'arrêtent pas aux usines. Quand une grande entreprise ferme ou délocalise, c'est tout un écosystème qui s'effondre. Le dîner du coin, où les ouvriers prenaient leur café avant le quart de nuit. Vide. Le garagiste qui réparait les PQPS des employés, en faillite. Les écoles locales, qui dépendaient des impôts des familles salariées,
En manque de budget. La fermeture d'une usine, ce n'est pas juste 2000 emplois en moins. C'est une ville entière qui perd son souffle. Et c'est là qu'intervient la dimension politique la plus explosive. Car quand les gens perdent confiance dans leurs institutions, ils cherchent des coupables. Certains désignent les entreprises, Ford et Tesla nous ont trahis. D'autres accusent les politiciens, vous avez voté ces tarifs, vous avez détruit nos emplois. Et d'autres encore pointent du doigt l'étranger, accusant le Canada de voler la prospérité américaine. Résultat, un cocktail de rancune, de nationalisme et de désillusion. Un cocktail qui, dans l'histoire américaine, a souvent servi d'allumette pour des mouvements politiques radicaux. Satiriquement, on pourrait dire que ces tarifs ont réussi là où aucun mouvement social ne parvenait. Unir ouvriers et patrons dans un même sentiment de frustration. Les uns perdent leur gagne-pain, les autres leur marge. C'est la seule alliance improbable née de cette politique, l'union par la déception. Ajoutons à cela le terrain médiatique. Les chaînes d'infos en continu se régalent de ce chaos. Un jour, elles montrent une famille obligée de vendre sa maison parce que l'usine ferme. Le lendemain, elles filment un politicien promettant que tout va s'arranger. Et entre les deux, elles passent en boucle les images des sourires triomphants au Canada. Résultat, un climat national où chaque reportage ressemble à une gifle de plus. Mais le plus grave, c'est la fracture qui s'installe dans la société américaine. D'un côté, les élites urbaines, qui voient dans la transition énergétique et les nouvelles technologies une opportunité d'avenir. De l'autre, les communautés industrielles, qui voient dans ces mêmes transformations un abandon pur et simple. Deux Amériques qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, et qui votent différemment. Autrement dit, une division politique qui s'élargit, alimentée par chaque usine fermée, par chaque ruban coupé de l'autre côté de la frontière. La satire, ici, c'est de constater que la politique des tarifs, censée unir le pays autour d'une cause commune, la défense du travail américain, a en réalité creusé un fossé encore plus profond. On voulait protéger les ouvriers. On a fini par les opposer au reste du pays. On voulait bâtir une forteresse économique. On a créé un champ de ruines sociales. Et ce champ de ruines, il devient un terrain fertile pour les discours extrêmes. Déjà, certains politiciens promettent des mesures encore plus radicales. Encore plus de barrières, encore plus de sanctions, encore plus de slogans « America First ». Mais à chaque nouvelle promesse, les ouvriers se souviennent. La dernière fois qu'on leur a promis le paradis, ils ont eu droit à l'enfer. Alors voilà où nous en sommes. Des familles brisées, des communautés en déclin, des tensions politiques qui s'intensifient, et une nation qui se demande si elle n'a pas tiré une balle dans son propre pied. Mais attention, ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être qu'un avant-goût. Car derrière ces conséquences sociales et politiques immédiates, se cache une question bien plus vaste. Qu'adviendra-t-il du rêve américain, si ses fondations industrielles continuent de s'effriter? Et c'est exactement là que nous allons aller. Car si la guerre tarifaire a bouleversé l'économie et la société, son impact sur la vision même de l'Amérique promet d'être encore plus déstabilisant. Au final, cette histoire de tarifs n'a rien d'une simple querelle commerciale. C'est une parabole moderne, où un pays tente de se protéger en construisant un mur économique, mais découvre que les murs, ça ne garde pas seulement l'ennemi dehors, ça enferme aussi ceux qui les érigent. Les États-Unis ont voulu préserver leur industrie, et ils se retrouvent avec une classe ouvrière sacrifiée, une société fracturée et un voisin qui prospère sur leurs erreurs. Satiriquement, c'est presque poétique. L'Amérique voulait écrire un chapitre glorieux de son histoire industrielle, et elle a rédigé, sans le savoir, le manuel d'instruction pour sa propre perte de compétitivité. Mais attention, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Parce que chaque tarif, chaque usine fermée, chaque discours politique enflammé nous amène vers une question encore plus vaste. Quel avenir pour le rêve américain, quand son socle économique s'effrite sous ses pieds? Alors, si vous avez trouvé que ce plongeon dans la guerre tarifaire ressemblait à une comédie noire, préparez-vous, la suite va encore plus loin. On va explorer ce qui se cache derrière les rideaux, là où se joue l'avenir même de la puissance américaine. Abonnez-vous, restez accrochés, et préparez-vous à découvrir comment une nation qui voulait dominer l'économie mondiale risque de devenir le spectateur de sa propre déchéance. Parce que l'histoire n'est pas terminée, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'épisode suivant.